Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un thème qui est d'actualité et d'un thème de pratique courante, surtout pour vous, les médecins généralistes. C'est le bon usage des antibiotiques. D'abord, quelques constats. Comme vous le savez tous, les antibiotiques sont des médicaments miracles qui ont permis de sauver des milliers de mondes d'atteintes infectieuses. Cependant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les antibiotiques n'agissent pas exclusivement sur l'espèce infectante responsable de ces maladies, mais ils sont responsables aussi de dommages collatéraux, notamment sur le microbiote, notamment le microbiote digestif. Comme vous le savez tous, nous hébergeons dans notre tube digestif, notamment le côlon, près de 10 puissance 14 colonies de bactéries. Et ce sont aussi payés donc un lourd tribut, c'est celui de développement de résistance de ces bactéries vis-à-vis des antibiotiques usuels. Pourquoi parler de ce thème aujourd'hui? Parce qu'en 2015, l'OMS a décrété une urgence sanitaire mondiale. C'est celle donc, du mauvais usage, du mésusage des antibiotiques et de développement de résistance. Donc cette alerte a été donc, décrétée en 2014 déjà par le sous-directeur général de l'OMS qui avait annoncé que le monde s'achemine vers une ère post-antibiotique où des infections courantes et des blessures minimes qui ont été soignées depuis des décennies pourraient à nouveau tuer. Et par la même occasion, l'OMS avait décrété en 2015 que vers l'an 2050, si les pays ne s'y mettaient pas pour mettre des plans d'action contre l'antibiorésistance, les maladies infectieuses pourraient être la première cause de mortalité en 2050 et ainsi détrôner les cancers et les pathologies cardiovasculaires. Qu'en est-il en Algérie? Il faut savoir que l'Algérie a été classée dans le top 5 des plus grands pays consommateurs d'antibiotiques dans le monde par une agence américaine, donc après la Turquie, la Tunisie, l'Espagne et la Grèce. C'est quand même des chiffres effarants. Donc pour comprendre un peu pourquoi on en est arrivé là, donc un petit rappel historique sur les antibiotiques. Il faut savoir que les premiers essais sur la fabrication des antibiotiques remontent en fait à 1903 par Paul Ehrlich, qui est un Allemand, donc, qui a essayé donc, à maintes reprises de produire des agents anti-infectieux. Il en est parvenu en 1903 en produisant le premier antibiotique antiparasitaire. Ensuite, dans la même optique, en 1909, au bout de 606 essais, il a pu mettre un puissant antibiotique antisyphilitique qui est donc le Salvarsan, qui a été retiré par la suite parce qu'il est toxique. Ensuite, comme vous le savez tous, en 1928, sœur Alexandre Fleming a pu mettre au point la pénicilline que nous connaissons tous. La pénicilline qui a été commercialisée pour la première fois en 1945. Ensuite, sont venus d'autres antibiotiques. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 5 ans après la commercialisation de la pénicilline, en 1950, au Japon, on a mis en évidence les premières bactéries résistantes aux antibiotiques. 10 ans après, donc, on a pu confirmer l'origine génétique de cette antibiorésistance. En l'an 2000, 20 ans après la dernière molécule mise sur le marché, donc une nouvelle classe d'antibiotiques a été mise sur le marché, c'est celle des linezolide. Mais pourquoi donc l'industrie pharmaceutique a freiné la fabrication et a détourné la recherche vers d'autres molécules? Tout simplement parce que le marché des produits anticancéreux, des maladies métaboliques et des maladies inflammatoires sont plus lucratifs et plus onéreux que les antibiotiques qui nécessitent en général des traitements de durée courte. Et pourtant, les antibiotiques, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les antibiotiques sont la classe thérapeutique où il y a le plus de prescripteurs. Qui d'entre nous n'a jamais prescrit d'antibiotiques? Où il y a le plus de prescriptions. Et c'est la classe thérapeutique aussi où il y a de plus de patients traités. Et c'est une classe thérapeutique aussi où il y a le plus grand nombre de molécules, où il y a un plus grand nombre de combinaisons thérapeutiques. Cependant, il y a un lourd tribut écologique qui est important, c'est la mise en danger de la communauté. Et pourquoi il y a une mise en danger de la communauté? Tout simplement parce que les antibiotiques ne sont pas utilisés uniquement en médecine humaine, mais elle est utilisée aussi en médecine vétérinaire. Vous allez me dire comment l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire va, c'est-à-dire engendrer des résistances ou un quelconque tribut à la santé humaine. Tout simplement, l'OMS a décrété que la moitié de l'arsenal antibiotique existant
est utilisé en médecine vétérinaire. Il n'est pas utilisé uniquement à but curatif dans les cheptels et les bétails, mais utilisé aussi comme additif alimentaire, comme facteur de croissance. Chose qui a été interdite dans beaucoup de pays. En Algérie, donc, on a demandé un peu aux inspecteurs vétérinaires ce qui se passe en ce qui concerne les antibiotiques en utilisation donc, vétérinaire. En Algérie aussi, donc c'est censé être interdit. Il y a un article qui stipule que l'utilisation d'antibiotiques comme additifs alimentaires est strictement interdite. Mais la prolifération des marchés noirs fait que donc, la surveillance de ces habitudes-là est quasi impossible. Donc l'utilisation de ces antibiotiques en médecine vétérinaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va engendrer des résistances. Donc ces bactéries donc, vont proliférer, elles vont se retrouver dans les déjections des bétails, ensuite dans les aliments végétaux que nous on consomme, mais aussi on les retrouve dans nos assiettes. Le leur tribut, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le développement de résistance. C'est là tout l'intérêt du bon usage des antibiotiques. Donc, ce développement donc, de résistance vis-à-vis des antibiotiques est dû à la pression de sélection des antibiotiques sur les bactéries. Je m'explique. Donc, cette pression de sélection, au fait, quand on utilise un antibiotique, cet antibiotique-là va venir tuer la bactérie qui est censée être infectante. Mais comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qu'il va y avoir? Prolifération donc, des bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique utilisé. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi donc, un transfert horizontal via des plasmides entre les bactéries qui permet de pérenniser cette résistance et le passage de résistance d'une espèce bactérienne à une autre. Qu'en est-il en Algérie du point de vue résistance bactérienne et antibiotique? Il faut savoir qu'en Algérie, il y a une seule enquête nationale qui a été menée en 2002 en matière de consommation d'antibiotiques. Elle a été faite par madame le professeur Talim Ambar de l'Institut Pasteur d'Alger, donc qui a donné quelques résultats sur la consommation donc, des antibiotiques qui remontent à 2002 et dès lors, il n'y a pas eu d'autres enquêtes. Par la suite, en matière de résistance bactérienne, il faut savoir qu'il y a un réseau national de surveillance des résistances bactériennes qui a été mis en place en 1999 et à sa tête, madame le professeur Rahal de l'Institut Pasteur d'Alger. Et depuis, il y a un rapport donc, annuel donc, qui sort, qui fait état des lieux des résistances bactériennes sur le territoire national. Le dernier rapport, qui date donc de 2017, le 18e rapport, avec pour slogan « Pas d'antibiotiques sans diagnostic ». Et j'ai choisi de vous ramener quelques résultats pour que vous ayez une idée sur les résistances donc, bactériennes donc, en Algérie. Cette slide montre la répartition des BMR, c'est-à-dire des bactéries multirésistantes isolées dans les urines chez les patients externes. Donc vous voyez bien que les entérobactéries cefotaxime résistantes prennent une proportion effarante à plus de 50%, sans parler des entérobactéries bêta-lactamase à spectre élargi à plus de 36%. Les entérobactéries, donc bêta-lactamase à spectre étendu, ce sont les entérobactéries qui sont résistantes à toutes les céphalosporines de 3e génération. En général, ces patients-là, donc, on les hospitalise à l'hôpital. Chez nous, au service de maladies infectieuses, il y en a pas mal, minimum une hospitalisation par semaine. Et c'est des médicaments pour lesquels, c'est des patients pour lesquels on a recours donc à l'imipénem. Donc c'est malheureux d'en arriver jusque-là, d'arriver jusqu'aux médicaments donc critiques, médicaments qui sont de dernier secours. Donc sur cette slide, j'ai choisi de mettre les deux diagrammes l'un à côté de l'autre. C'est pour vous montrer les résistances d'Escherichia coli, donc celle de gauche, donc Escherichia coli isolée dans les urines chez les patients hospitalisés et celle de droite chez les patients externes. Et si vous voyez bien, si vous remarquez, il n'y a pas grande différence quant aux résistances, que ce soit en milieu communautaire et en milieu donc, nosocomial. Donc c'est quand même inquiétant. Il n'y a plus de barrage entre les deux. Maintenant, qu'en est-il sur le plan local à Béjaïa? Quel est le taux de résistance? Quelle est notre consommation d'antibiotiques? Et quelles sont nos habitudes vis-à-vis de l'usage des antibiotiques? Donc, on s'est prêté à une enquête en 2017, qu'on avait réalisée en 2017 ici à la wilaya de Béjaïa, avec l'aide de tous les EPH de la wilaya de Béjaïa, que je remercie d'ailleurs,
Donc, on leur a envoyé donc, des questionnaires à remplir quant à l'usage des antibiotiques et niveau de résistance des bactéries isolées donc, dans chaque EPH. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en Algérie, la CNAS a remboursé 18 milliards de dinars en antibiotiques, rien qu'en antibiotiques en 2017. Donc, c'est un chiffre quand même qui est effarant. Le secteur hospitalier de la wilaya de Béjaïa a dépensé 20 milliards de centimes en 2017. Oui. 20 milliards de centimes en 2017, rien qu'à la wilaya de Béjaïa. Le secteur hospitalier, je parle. Quant aux antibiotiques les plus couramment utilisés, ce sont les céphalosporines de 3e génération, les quinolones et les carbapénem. Pourquoi j'insiste sur ces molécules? Parce que ces molécules sont classées par l'OMS comme étant des molécules critiques. C'est-à-dire, c'est censé être des molécules de dernier recours. Nous, on les utilise comme des médicaments de première intention. Donc, quant au profil de résistance, donc des bactéries isolées de tout site confondu, donc on n'a pas pris les sites en considération, donc tout site confondu, dans la wilaya de Béjaïa, des secteurs hospitaliers je parle, donc vous avez donc, une variété de bactéries, vous avez de l'Escherichia coli, du Klebsiella, du Pseudomonas cassinito et du Staph aureus. Et comme vous remarquez, pour l'Escherichia coli qui est fréquemment retrouvée dans les sepsis à point de départ urinaire, donc on remarque bien que le taux de résistance aux céphalosporines de 3e génération et des quinolones avoisine les 20%. Celui de Klebsiella est supérieur à 40% vis-à-vis des céphalosporines de 3e génération. C'est pour ça qu'on remarque actuellement la prolifération de ces fameuses Klebsiella, donc bêta-lactamase à spectre étendu. Et si vous voyez donc pour l'acinetobactère, et sa fréquence est supérieure à 50% de taux de résistance à l'imépénène. On assiste actuellement donc, au développement d'acinetobactères totorésistants, c'est-à-dire résistants à tous les antibiotiques, surtout dans les services de réanimation. Maintenant, que se passe-t-il en médecine de ville? Donc, il nous est difficile de faire une enquête donc, en ville pour voir donc, quel est le taux de résistance de la consommation, vu qu'il y a absence de réseau donc, local de surveillance de l'antibiorésistance. Donc, qu'est-ce qu'on avait décidé? On a décidé de voir un petit peu quelles sont donc les habitudes des prescripteurs. Donc, en 2018, lors du 3e congrès national de médecine générale, donc, on a distribué 100 questionnaires aux participants et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont contribué donc, à remplir le questionnaire et qui ont participé. Donc, et on a obtenu les résultats suivants. Donc, on voulait savoir quelles sont les attitudes des prescripteurs et leur niveau de confiance sur 9 scénarios donc, proposés. Là, comme vous remarquez, la plupart donc, des prescripteurs étaient plutôt confiants lors de démarches de prescription d'antibiotiques, quand il s'agissait de choisir la classe thérapeutique, de donner donc la dose efficace, de choisir la voie, donc la voie d'administration aussi, tout le monde était confiant. Donc, le deuxième élément, c'était les éléments qui influençaient leur démarche de prescription d'antibiotiques. Donc, la plupart des médecins questionnés se posaient sur leur expérience professionnelle en premier, c'est-à-dire sur leur habitude à prescrire tel ou tel antibiotique. Donc, le deuxième élément qui influençait donc, leur démarche diagnostique, c'est le recours aux recommandations et aux protocoles. C'est déjà bien. L'avis d'un infectiologue ne retrouvait que dans 40% des cas, malheureusement. Quant au problème de résistance, quand on leur a posé la question, êtes-vous conscient qu'il y a un problème de résistance qui est réel, que ce soit au niveau national et au niveau local? Donc la plupart des médecins s'accordaient à dire qu'ils étaient conscients qu'il y avait un problème de résistance. Quant aux causes les plus probables de ces résistances, tout le monde s'accordait aussi à dire que ces problèmes de résistance peuvent être dus soit à trop de prescriptions d'antibiotiques, trop d'antibiotiques à la spectre large, ou bien donc, à des durées excessives et à des faibles doses. Quand on leur a proposé donc, des mesures éventuellement à entreprendre pour améliorer le bon usage des antibiotiques, tout le monde avait choisi donc l'option formation, et en deuxième lieu, la mise en place de recommandations et de protocoles. Donc, action corrective qu'on a décidé de mettre en place,
on a décidé de mettre en place une politique du bon usage des antibiotiques. Et cette politique est axée sur plusieurs axes. La formation en premier lieu, qui est importante avec mise à jour des nouvelles connaissances, la surveillance de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne, l'évaluation des prescriptions et contrôle des prescriptions. Et bien évidemment, donc l'aide à la prescription par la mise en place d'outils d'aide, à savoir des outils via des sites web, on y travaille. Donc la mise en place aussi de guides antibiotiques, chose qui est faite couramment dans les autres pays. Et bien évidemment, on est en train de mettre en place aussi un comité anti-infectieux au sein de l'établissement, chose qui doit exister dans tous les établissements de soins, mais pas que. Donc ce comité anti-infectieux doit être en relation avec les médecins libéraux, chose qui est faite en France depuis 2002, depuis la mise en place du plan Kouchner pour améliorer le bon usage des antibiotiques. C'est tiré de la circulaire, c'est une circulaire ministérielle qui date de 2002, où ils ont décidé déjà de développer les échanges avec les médecins libéraux. Voilà. Donc le bon usage des antibiotiques ne s'arrête pas, n'est pas l'affaire du personnel soignant uniquement, c'est l'affaire de tout le monde. Donc ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ça commence dès le jeune âge, avec mise en place des moyens de communication et de sensibilisation de la population. Comme vous le voyez, ça commence déjà au CP, avec mise en place de jeux éducatifs, de sites web, distribution de brochures éducatives. Et si vous permettez, j'aimerais faire avec vous un petit quiz si vous êtes d'accord. Merci. Pardon? Je réveille. Première question. L'homme ou l'animal peuvent devenir résistants aux antibiotiques. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a majoritairement de vrai. Qui dit faux? Vous êtes éliminé. Non, non, monsieur le Wasabi est éliminé, il connaît la réponse. Boujna. Pourquoi faux? Très bien. C'est une question piège. Ce n'est pas l'homme ou l'animal qui devient résistant, ce sont les bactéries qu'ils hébergent. C'est ça, les bactéries qu'ils hébergent. Donc c'est les bactéries, le microbiote digestif qui devient résistant aux antibiotiques. Nous, on ne devient pas résistant. Et cela par le mécanisme de pression, de sélection qu'exercent les antibiotiques, avec sélection de mutants résistants qui est de mécanisme transférable. La deuxième question, les antibiotiques créent des résistances. Vrai? Qui dit vrai? Les antibiotiques créent des résistances. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez peur des pièges? Donc, faux. Au fait, les résistances apparaissent spontanément par mutation. C'est cette pression de sélection que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc les antibiotiques ne créent pas de résistance, elles permettent au fait de tuer l'espèce infectante et de réveiller l'espèce qui est naturellement résistante. Ensuite, c'est le transfert plasmidique, le transfert horizontal d'une espèce à une autre qui permet aux autres espèces de devenir résistantes à leur tour. Troisième question. La sélection de résistance peut être observée sur des bactéries non pathogènes. Et là, je parle du microbiote. Vrai ou faux? Oui, vrai ou faux? Oui, vrai. On en parle depuis tout à l'heure. Vrai. Quatrième question. La sélection de résistance est plus grande en cas d'administration péros. Vrai ou faux? Inter. La pression de sélection, elle s'exerce aussi sur les bactéries non pathogènes, sur le microbiote intestinal notamment. Donc, la sélection de résistance est plus grande en cas d'administration péros. Il y a plus de résistance avec la voie péros ou pas? Vrai ou faux? Et qui dit faux?
Joker. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai? Oui, effectivement. Donc, le développement de résistance est plus grand en cas d'administration précoce, et je vous y explique. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tube digestif est colonisé par près de 10 puissance 14 colonies bactériennes. Donc parmi ces bactéries, il y a des anaérobies, il y a du clostridium, il y a des entérobactéries aussi, à des proportions variables de 0,5 à 5%. Donc quand on administre des antibiotiques par voie orale, donc ces antibiotiques vont aller altérer, oui, l'espèce infectante quand il y a infection bien évidemment, mais elle permettra aussi via la pression de sélection, le développement de résistance ou le transfert de résistance quand l'inoculum est important. Transfert de résistance vers les bactéries de l'inoculum digestif. Donc, et l'individu peut donc développer des infections à ces entérobactéries lui-même qui deviendront résistantes. Contrairement par exemple aux antibiotiques à élimination rénale. Les antibiotiques à élimination rénale, on ne peut pas parler d'augmentation de résistance vu que les voies urinaires sont censées être des voies stériles. Il n'y a pas donc de bactéries, sauf en cas de colonisation. Et ça va se superposer sur la voie donc digestive et les médicaments à élimination biliaire. Donc pour la voie par contre pour la voie parentérale, seuls les antibiotiques à élimination biliaire donc intestinale sont responsables de cette résistance. Les antibiotiques par contre à application locale, en topique, dermique, sont dénués de risque. Pardon? S'il vous plaît, madame, le débat c'est après. On la laisse finir. Vous gardez votre question, s'il vous plaît. Vous notez. Et je sais que vous êtes souvent confronté à cette situation. Donc, à votre consultation, vous recevez donc souvent des patients qui se présentent. En fait, c'est caricatural, c'est pour vous expliquer. Donc, un monsieur ou madame d'un certain âge, sans antécédents particuliers, et qui vient consulter pour une rhinorrhée purulente il vous rapporte une notion de fièvre, donc un fébricule. Mais à votre consultation, il est apéritique. Et comme c'est un homme qui est actif, il vous dit, il manifeste l'envie pressante d'avoir des antibiotiques. Il insiste. Donc vous, en tant que médecin traitant, vous lui expliquez. Donc il n'y a aucune indication à mettre une antibiothérapie, car il s'agit vraisemblablement d'une rhinosinusiite virale, que le risque iatrogène est inutile, qu'il y a perturbation du microbiote, que l'enjeu écologique vis-à-vis de la résistance bactérienne est important et qu'il n'y a pas d'intérêt à prescrire un antibiotique. Mais on a repensé, chose à laquelle on a tous été confrontés, nous aussi, on se pose la question ici, s'il y avait un risque de surinfection bactérienne. Il y a 15 jours, j'ai vu une dame qui a fait une pneumonie, et 15 jours après, elle se retrouve en réanimation. Je prends des risques avec ce patient si je ne prescris pas des antibiotiques. La méconnaissance du risque évolutif est une situation qui est réelle. Et à la démission, et on pense toujours qu'en prescrivant des antibiotiques, on diminue le risque de développer une surinfection bactérienne. Mais je vous rassure, devant les situations comme celle-ci, je vous ai mis une slide où l'antibiothérapie n'est pas recommandée en première intention. C'est d'où l'intérêt aussi de réévaluer le patient au bout de 48-72 heures. C'est une règle d'or en maladie infectieuse. Lorsqu'on prescrit une antibiothérapie probabiliste, basée sur la probabilité d'un germe, le site et le terrain, on est tenu de réévaluer notre prescription antibiotique au bout de 48-72 heures. Soit qu'on a un examen microbiologique qui dit que c'est tel et tel germe avec un antibiogramme, et dans ce cas aussi, il faut savoir interpréter l'antibiogramme, soit qu'on n'a pas de germe
et qu'on décide soit d'arrêter l'antibiothérapie probabiliste, soit de continuer, de cas échéant, l'antibiothérapie qui ne doit pas aller jusqu'à 20 jours, 30 jours, comme on a déjà vu sur des ordonnances. Et les prescriptions aussi d'antibiotiques, on a vu par exemple des médecins prescrire donc 1 gramme d'amoxicilline en IM par jour. Donc les doses trop faibles d'antibiotiques, les doses inadaptées, donc tout ça contribue donc au développement des résistances bactériennes. Donc il faut savoir dire à ce type de patient, non c'est viral, je ne vais pas vous prescrire d'antibiotiques parce que l'enjeu donc face à la résistance bactérienne est important. Et je vais conclure en vous disant ceci, la modération est le meilleur remède, agir aujourd'hui pour pouvoir encore soigner demain. Et je laisse à votre disposition donc l'hôpital du service France Fanon, le service de maladies infectieuses. Donc on est là pour vous répondre quand vous voulez, si vous êtes en situation donc vous voulez de l'aide vis-à-vis de vos prescriptions. Et je vous remercie.